Parti socialiste ne peut pas négocier plus que ce qu'il a aussi, parce que Emmanuel Macron a rappelé le cadre. Si Sébastien Lecornu, dont la mission essentielle est de faire adopter un budget, échoue à le faire adopter, alors il y aura dissolution. Et le Parti socialiste aujourd'hui ne partirait pas dans des bonnes dispositions dans le cadre d'une dissolution, pour deux raisons. Parce qu'en fait, sa stratégie électorale est difficile à lire. Est-ce qu'il faut aller avec la France insoumise et refaire le nouveau Front populaire, ou est-ce qu'il faut y aller séparément? Et donc le risque, s'ils y vont séparément, c'est de perdre beaucoup de postes de députés. Nous, on chiffre à peu près un groupe autour de 30 députés socialistes s'ils partaient seuls au premier tour dans le cadre d'une dissolution. Donc ça, c'est un point aussi qui est important. Mais ce que l'on voit, je vais revenir et je suis d'accord avec ce qu'a dit Pablo, c'est que sur la forme, quand vous avez Marine Le Pen et Boris Vallaud qui posent la même question à Sébastien Lecornu et que Sébastien Lecornu répond à Boris Vallaud et non à Marine Le Pen, ça démontre une chose, c'est que la situation a quand même beaucoup changé par rapport à celle de Michel Barnier en 2024, puisque Michel Barnier, en fait, n'avait pas de chemin clair pour faire adopter un budget, parce qu'il devait à la fois négocier avec le Rassemblement national, négocier la non-censure du RN, mais également la négocier avec le Parti socialiste. Donc en fait, il faisait des propositions un peu à tout le monde, et donc il n'avait pas de cap clair. Là, Sébastien Lecornu acte une chose qui est la suivante, c'est qu'il faudra négocier avec le Parti socialiste. Et le fait d'avoir donné la primeur de sa réponse sur la lecture rectificative à Boris Vallaud plutôt qu'à Marine Le Pen, va dans ce sens-là. Ça veut dire véritablement que je négocie aujourd'hui avec le Parti socialiste, et le Rassemblement national, au final, n'est pas un acteur qui compte, puisque selon le président de la République et selon Sébastien Lecornu, c'est un acteur qui veut la dissolution, donc qui n'est pas pour adopter du budget. Virginie. Oui, il est parfaitement exact. C'est Sébastien Lecornu. Qu'est-ce que ça change concrètement pour la suite? Est-ce que ça veut dire qu'on est certain que la réforme des retraites sera suspendue? Alors, à mon sens, de ce que j'ai compris de la réponse de Sébastien Lecornu à Boris Vallaud, il a indiqué deux choses. Un, qu'il y aura une suspension de la réforme des retraites à l'issue de la discussion parlementaire, par l'intégration de la lecture rectificative, puisque du coup, la suspension est dans le texte, et donc ne sera donc dans le texte du budget proposé par l'exécutif. Et donc, si à l'issue de la procédure parlementaire, au bout de 70 jours, les députés ne votent pas de budget et que le budget est adopté par ordonnance, donc le 24 décembre, si on suit le calendrier parlementaire, alors figurera la suspension de la retraite, la suspension de la réforme des retraites. Donc, c'est un gage que donne Sébastien Lecornu en disant, même si vous ne mettez pas d'accord sur un budget, alors il y aura suspension de la retraite. Parce qu'en fait, l'accord de suspension... Donc le PS, aujourd'hui, a, entre guillemets, ce luxe de ne pas pouvoir faire voter le budget. Quoi. C'est sans effectivement qu'il n'y ait pas de suspension de la réforme des retraites. Oui. Ensuite, après, la deuxième chose qu'a dit Sébastien Lecornu, c'est que un de ses engagements était qu'il fallait que les députés débattent du sujet de la suspension de la réforme des retraites. D'où le maintien, de ce que j'ai compris, de l'amendement du gouvernement pour que, à l'issue, lors de la période, donc lors de l'examen du PLFSS, à partir du 4 novembre, en séance publique à l'Assemblée, il puisse y avoir un débat. Donc, de ce que j'ai compris, il y aura un débat qui peut effectivement aboutir à un non-vote de la suspension des réformes des retraites, mais pour autant, celle-ci étant intégrée dans le cadre de la lettre rectificative, à l'issue des 70 jours, elle sera adoptée si le budget est adopté par ordonnance. C'est clair. C'est pas simple, mais c'est clair. Non, mais c'est pas simple, mais c'est clair. Ouais. Enfin, si je puis me permettre, effectivement... Je suis pas d'accord, oui, parce qu'effectivement, j'allais dire que je suis pas d'accord avec vous, mais effectivement, la conclusion, oui. Parce qu'en réalité, si vous mettez du point de vue des Républicains, est-ce que vous avez véritablement intérêt à faire une union des droites ? Pas nécessairement, en fait, parce qu'un parti, mais c'est ce que je dis souvent, un parti, c'est censé faire des élus. Or, le problème, la difficulté de l'union des droites, c'est qu'aujourd'hui, le LR, c'est 10%. Le RN et éventuellement d'autres alliés, Reconquête, etc., c'est entre 35 et 40%. Donc ça signifie, désolé pour les auditeurs, je vais faire des maths, mais ça signifie que LR représente 25% de l'union des droites. Si vous prenez une majorité absolue, faut-il encore avoir la majorité absolue, ça fait à peu près 75 députés. Donc c'est déjà assez proche du nombre de députés qu'ils ont actuellement. Et surtout dans le cadre d'un gouvernement, 25% des postes, parce que c'est comme ça que les partis négocient, ça fait 5 postes sur 20, on va dire, importants au gouvernement. En fait, c'est exactement ce qu'ils avaient avant qu'ils se retirent du gouvernement avec Sébastien Lecornu, puisque c'était ce qu'avait Bruno Retailleau, il avait 5 postes. Donc en fait, les Républicains, ils auraient autant de députés quasiment, ou autant de ministres s'ils partaient avec le bloc central dans le cadre de législatives. Donc l'intérêt pour l'union des droites est assez faible, me semble-t-il. Vous m'excuserez, cher ami. Je n'ai pas bien compris les calculs.